0. Alors, vous pensez connaître la nourriture bizarre? Adorable. Préparez-vous à un menu historique si complètement dérangé que vos restes de plats à emporter ressembleront à de la haute cuisine. Nous avons déterré 33 faits alimentaires qui prouvent que nos ancêtres avaient soit des estomacs de fer, soit un sens de l'humour très noir. Ou les deux. Oubliez ce que vous avez appris en cours d'histoire sur les festins dignes. C'est ce qu'ils ne vous ont pas dit. Servez-vous un coup. Les choses sont sur le point de devenir digestes, au sens le plus lâche du terme. 1. D'accord, imaginez ceci. La Rome antique, le Colisée majestueux, des courses de chars épiques et le condiment indispensable de l'Empire, le garum. Maintenant, si vous imaginez une salsa piquante, pauvre de vous, le garum était l'équivalent romain de l'or liquide, sauf qu'il était fabriqué en laissant les entrailleurs de poisson. Oui, intestins, sang, tout ce désordre impie, fermenté dans du sel sous un soleil de plomb pendant des mois. Pouvez-vous imaginer la puanteur? Cela aurait probablement décollé la peinture du Parthénon. Et les Romains? Ils adoraient ça. Ils en arrosaient tout. Pensez-y comme à une sauce Worcestershire préhistorique, si la sauce Worcestershire était brassée dans la fosse septique de Satan. Plus de garum sur mon Loire rôti, Jeeves? Juste, waouh, ça fait apprécier une simple bouteille de ketchup, n'est-ce pas? 2. Vous pensiez que le garum était l'apogée des choix culinaires douteux antiques? Oh mon cher, les Égyptiens font signe depuis leurs pyramides, disant « Tiens ma bière » et jettent un œil à ces têtes de poissons infestées d'asticots. Non, je ne plaisante pas. Pendant qu'ils étaient occupés à inventer les hiéroglyphes et à perfectionner la momification, un esprit brillant décida que faire fermenter des têtes de poisson jusqu'à ce qu'elles grouillent d'asticots vivants et frétillants était le summum du gourmet. Apparemment, ces petites bestioles ajoutaient une certaine texture, un apport protéique, une surprise relevée. Mon estomac vient de faire un salto arrière. Honnêtement, qu'est-ce qui leur passait par la tête? Chérie, cette tête de poisson fermentée est divine, mais elle pourrait vraiment utiliser plus de larves grouillantes. L'humanité est une sacrée aventure. 3. Bien, plongeons dans l'Europe médiévale. Pensez aux chevaliers, aux demoiselles et aux dîners qui étaient moins passe-moi le sel et plus esquive la grenouille volante. La vedette de tout banquet médiéval qui se respecte n'était pas le ménestrel, c'était la tarte surprise. Et la surprise n'était pas une cerise cachée. Imaginez que vous coupez une pâtisserie colossale et bam! Une volée d'oiseaux vivants s'échappe en piquant la coiffure de la comtesse. Ou mieux encore, un groupe de vraies grenouilles bondit, traumatisant probablement le bouffon de la cour. Certaines histoires parlent même de tartes assez grandes pour cacher une personne, un petit invité surprise qui en sort. Cela donne au concept de dîner-spectacle un sens entièrement nouveau, légèrement terrifiant. « Serveur, il y a un pigeon vivant dans ma tarte. » Oui, monsieur, c'est le divertissement. 4. Si votre idée d'un petit déjeuner exotique est de mettre de la sauce piquante sur vos œufs, alors permettez-moi de vous présenter les tongzidan chinois, ou, comme on les appelle affectueusement, les œufs de garçon vierge. Et non, ce n'est pas un nom de marque excentrique. Ce sont de vrais œufs de poule, cuits durs pendant des heures. L'ingrédient spécial? L'urine de garçon prépubère, idéalement de moins de 10 ans. Oui, urine. Apparemment, ils installent des pots de collecte dans les écoles primaires. C'est une tradition printanière à Dongyang, et les habitants affirment qu'ils sont remplis de bienfaits pour la santé, comme la prévention des coups de chaleur. L'arôme est décrit comme inoubliable, ce que je peux absolument croire. Soudain, mes œufs brouillés légèrement trop cuits me semblent être un repas 5 étoiles. Certaines traditions, il faut juste les admirer de très très loin. 5. Maintenant, glissons-nous discrètement dans la chancellerie du Reich pour parler du régime alimentaire d'Adolf Hitler. Publiquement, il était l'image même de la pureté végétarienne, un homme au goût simple, entièrement dévoué à une vie saine. Mais voici le clou, la petite astérisque historique. Des rumeurs de son personnel de cuisine suggèrent que ses repas sans viande n'étaient pas toujours si innocents.
Apparemment, pour donner à ces plats végétariens un peu plus de peps, ou peut-être simplement pour satisfaire une envie cachée, ces cuisiniers y glissaient du bouillon de bœuf ou même des cubes de bouillon, faits à base de sangle de taureau. Vous imaginez un peu? Le Führer, grignotant ses légumes purs, recevant à son insu, ou sciemment, un coup de fouet charnu et sanglant. L'ironie est si épaisse qu'on pourrait l'étaler sur du pain grillé. Si vous osiez. 6. De l'ironie sombre à la tragédie profonde, nous atterrissons au siège de Leningrad. Près de 900 jours de souffrance inimaginable. Quand la nourriture vient à manquer, vraiment à manquer, le pain prend une nouvelle signification terrifiante. Oubliez le levain artisanal. C'était un carburant de survie bricolé à partir de tout ce qui était vaguement comestible. Ou non. La farine, s'il y en avait, était coupée avec de la sciure de bois, du papier peint moulu pour sa pâte amidonnée, des aiguilles de pain, des chutes de cuir, même de la colle industrielle jugée moins toxique. C'était un sombre témoignage de l'endurance humaine. Une seule, minuscule et granuleuse tranche représentait la vie elle-même. C'est un rappel frappant et brutal que l'histoire n'est pas toujours amusante et légère, et que le bizarre peut prendre une dimension véritablement déchirante lorsque la survie est en jeu. 7. Bien. Allégeons l'ambiance, ou du moins, changeons le goût de l'étrange. Bienvenue dans le Londres victorien, une époque de vapeur, de smog et de confiture de cervelle. Non, pas une métaphore pour une mélodie entraînante, de la confiture littérale, ou plus précisément, un pâté ou une pâte à tartiner faite à partir des cervelles tendres et frémissantes de veau ou de mouton. Servi sur du pain grillé au petit déjeuner, peut-être? Encore une tasse de thé et passez-moi la pâte cérébrale, voulez-vous, ma chère? Les Victoriens, avec leurs corsets et leurs manières strictes, avaient apparemment des estomacs d'acier quand il s'agissait d'abats. J'essaie d'imaginer la texture. Crémeuse? Un peu grumeleuse? Vous savez quoi? Laissez tomber. Certains mystères culinaires sont mieux laissés sans solution. Mon propre cerveau vient de frissonner. 8. Voyageons en France au XVIe siècle, où l'élite avait une approche vraiment étincelante pour rester jeune. Manger de l'or. Oui, de l'or véritable, brillant, 24 carats. Ils ne le portaient aussi pas seulement. Ils saupoudraient des feuilles d'or sur leur salade, l'incorporaient dans leur soupe et en garnissaient probablement même leurs escargots. La logique? L'or est pur, il ne ternit pas, alors sûrement, en le mangeant, vous deviendrez pur et inaltérable. La jeunesse éternelle, une bouchée coûteuse à la fois. Bien sûr, l'or est complètement indigeste. Il ne fait que passer. Ainsi, la seule chose qu'ils accomplissaient était des voyages fantastiquement étincelants aux latrines. Parler d'un toucher de Midas, de la manière la plus littérale et franchement hilarante. Vraiment, le caca doré original. 9. Alors, imaginez ceci. C'est la fin du 19e siècle. Et le docteur John Harvey Kellogg, un homme aux opinions plutôt bien arrêtées sur la santé digestive et la pureté morale, est en mission. Sa cible? Le fléau redouté de l'autoplaisir. Et son arme? Les céréales pour le petit déjeuner? Oui, ce même Kellogg qui nous a donné les cornflakes croyait qu'un régime alimentaire fade et riche en fibres pouvait freiner ses pulsions pécheresses. Il pensait sincèrement qu'en nourrissant les gens avec ces simples flocons, il pourrait les mener sur le chemin de la droiture. Un petit déjeuner peu excitant à la fois. Ça vous fait regarder cette boîte de céréales dans votre placard un peu différemment, n'est-ce pas? Il s'avère que vos Frosted Flakes ont une ascendance étonnamment chaste et légèrement moralisatrice. 10. Ah, les années 1950 en Amérique. Une époque de rock'n'roll, de jupes caniches et un enthousiasme presque enfantin pour la radiation. Sérieusement, après l'aube de l'ère atomique, tout ce qui était atomique était cool, futuriste et, croyez-le ou non, parfois considéré comme sain. Cela a conduit à des produits véritablement ahurissants, y compris, tenez-vous bien, des biscuits radioactifs pour enfants. De petites quantités d'uranium et de thorium étaient en fait incorporées dans certaines friandises, sous la croyance totalement erronée qu'un peu de radiation était bon pour vous. Mange, Timmy, ça a cette saine lueur atomique.
C'est un miracle qu'une génération entière n'ait pas commencé à briller dans le noir. Parlez d'une demi-vie avec votre demi-pinte de lait. 11. Voyageons en Chine, où un mets délicat particulier est prisé depuis des siècles, non pour son goût, mais pour ses origines architecturales. Je parle de la soupe de nid d'oiseau. Maintenant, ce ne sont pas de simples brindilles et feuilles assemblées. Oh non! L'ingrédient clé est le nid de la salangane, un minuscule oiseau qui construit son habitation principalement avec sa propre salive. C'est exact, du crachat d'oiseau durci. Ces nidements de salive sont récoltés, nettoyés, on l'espère minutieusement, puis mijotés dans un bouillon. C'est incroyablement cher et on lui attribue de nombreux bienfaits pour la santé. Vous payez donc essentiellement le prix fort pour un bol de soupe de crachat. Soudain, la soupe aux nouilles de poulet ne semble plus si banale. 12. Empereur romain, Élagabal. Retenez ce nom car cet homme n'était pas seulement un empereur, il était un artiste de performance d'un genre véritablement chaotique, surtout en ce qui concernait les dîners. Imaginez être invité au palais impérial, vous attendant à un festin digne d'un roi pour n'être servi que des pierres. Des pierres magnifiquement peintes déguisées en fruits, ou peut-être des sculptures en bois faites pour ressembler à de succulentes rôties. Élagabal trouvait apparemment hilarant de regarder ses illustres invités piquer timidement leur nourriture, se demandant s'ils osaient en prendre une bouchée. Il s'agissait moins de subsistance que de son propre amusement tordu. Dîner avec Élagabal devait être un vrai pari, festin ou famine, ou peut-être juste une dent ébréchée. 13. Salut, moussaillon. Parlons d'un trésor des profondeurs bien plus étrange que l'or ou les bijoux, l'ambre gris. Cette substance cireuse, souvent nauséabonde, est, pour le dire délicatement, une sorte de sous-produit intestinal des cachalots. Imaginez-la comme une boule de poils de baleine, mais beaucoup plus rare. Et pendant des siècles, ce vomi de baleine, essentiellement, valait plus que son poids en or. Pourquoi? Parce que c'était un ingrédient clé dans les parfums haut de gamme, comme fixateur. Mais attendez, ce n'est pas tout. Il était également utilisé comme aromatisant dans les aliments et les boissons, en particulier les desserts, et était considéré comme un aphrodisiaque puissant. Alors, ce dessert raffiné pourrait avoir eu un ingrédient secret qui a flotté dans l'océan après un moment plutôt inconfortable pour une baleine. Romantique, n'est-ce pas? 14. À travers l'histoire, dans diverses cultures du monde entier, une pratique existait qui donne froid dans le dos, le cannibalisme rituel. Il ne s'agissait pas de faim, il s'agissait de pouvoir, de spiritualité et de la croyance qu'en consommant la chair d'un ennemi tombé ou d'un ancêtre vénéré, on pouvait absorber sa force, son courage ou sa sagesse. Des tribus de Papouasie-Nouvelle-Guinée à certaines sociétés de guerriers, l'idée était que l'on devenait littéralement ce que l'on mange, ou plutôt qui l'on mange. C'est un concept si étranger à la plupart d'entre nous aujourd'hui, pourtant il en dit long sur les façons diverses et parfois terrifiantes dont les humains ont essayé de donner un sens à la vie, à la mort et au pouvoir. Cela donne certainement une toute autre perspective à l'expression « tu es ce que tu manges ». 15. L'Angleterre victorienne encore, et cette fois, le danger ne guettait pas dans le plat principal, mais dans les douceurs sucrées. Ces bonbons aux couleurs vives qui semblaient si attrayants pour les enfants. Certains d'entre eux étaient teintés de vert de Paris, un pigment vibrant à base d'arsenic. Oui, de l'arsenic. Cette même substance célèbre pour être un poison plutôt efficace. Il donnait aux bonbons une belle teinte verte et séduisante, mais il rendait aussi, sans surprise, les enfants incroyablement malades, et parfois mortellement. Et le pire, même lorsque les dangers devinrent inconnus, son utilisation continua pendant un certain temps, car il était bon marché, et la couleur était juste tellement jolie. Un cas littéral de « l'apparence peut tuer ». Cela vous rend reconnaissant pour les réglementations modernes sur les colorants alimentaires, n'est-ce pas? 16. Imaginez ceci. Un monastère médiéval. Un lieu de contemplation tranquille, de prière et de contournement créatif des règles du jeûne. Pendant le carême ou d'autres périodes d'observance religieuse, la consommation d'alcool était souvent interdite.
Mais la nourriture, en particulier la nourriture liquide comme la soupe, était généralement autorisée. Alors qu'ont fait certains moines entreprenants? Ils ont brassé des soupes alcoolisées, essentiellement de la bière ou du vin fort, peut-être avec des herbes et des épices ajoutées pour en faire officiellement une soupe. C'était une manière astucieuse, bien que légèrement sournoise, de garder le moral, jeu de mots intentionnel, tout en respectant techniquement la lettre, sinon l'esprit, de la loi. Frère Michael, ce bouillon d'orge est particulièrement réconfortant aujourd'hui, n'est-ce pas? Sainte échappatoire, Batman. 17. Imaginez que vous êtes un soldat de la grande armée de Napoléon, marchant péniblement à travers l'enfer gelé de l'hiver russe lors de l'infâme retraite de Moscou. Les provisions sont inexistantes, la famine est votre compagne constante, et votre estomac est rongé par une faim si profonde qu'elle confine à la folie. Que faites-vous quand même les chevaux ont été mangés? Eh bien, les temps désespérés appellent des recettes désespérées. Les soldats auraient été si affamés qu'ils ont eu recours à faire bouillir leurs propres accoutrements en cuir, ceintures, sangles, même les semelles de leurs bottes usées, dans une tentative désespérée d'en extraire un semblant de nourriture. La soupe, ainsi obtenue, aurait été une concoction gélatineuse et âcre, à peine qualifiable de nourriture. Pourtant, elle témoignait de la volonté brute et primale de survivre. Cela vous fait vraiment apprécier cette boîte de haricots dans votre garde-manger, n'est-ce pas? Soudain, dur comme du cuir de chaussure, prend un sens totalement nouveau, horriblement littéral. 18. Retournons en Chine pour une autre merveille culinaire qui se joue sur le long terme. Les œufs de 100 ans, également connus sous le nom de pidan. Maintenant, malgré leur nom, ils n'ont pas réellement 100 ans, bien qu'ils aient certainement l'air d'avoir traversé quelques millénaires. Ce sont typiquement des œufs de canard, de poule ou de caille, conservés dans un mélange d'argile, de cendre, de sel, de chaux vive et de balles de riz pendant plusieurs semaines, à plusieurs mois. Le processus transforme le blanc d'œuf en une gelée translucide de couleur ambre avec un léger arôme d'ammoniac, et le jaune devient vert foncé ou même noir, avec une saveur crémeuse et piquante. Pour les non-initiés, l'apparence seule peut être un sérieux test de courage. C'est comme quelque chose que l'on s'attendrait à trouver dans la boîte à lunch d'un extraterrestre. Mais pour les connaisseurs, c'est une délicatesse appréciée, prouvant que parfois, les transformations les plus étranges donnent les goûts les plus intrigants, ou du moins les plus discutés. 19. Si vous êtes un mangeur aventureux, vous avez peut-être déjà goûté des insectes. Mais que diriez-vous d'une salade où les insectes se défendent? Au Laos et dans certaines parties de la Thaïlande, un plat populaire appelé Khoi Khai Mot contient des fourmis tisserandes vivantes et leurs œufs. Oui, vivantes. Ce ne sont pas n'importe quelles fourmis. Les fourmis tisserandes sont connues pour leur nature plutôt agressive et leur morsure douloureuse. Ainsi, pendant que vous savourez cette salade acidulée et épicée, vous pourriez avoir une petite surprise piquante sous la forme d'une fourmi qui vous mord littéralement la langue. On dit qu'elle ajoute un croquant citronné et aigre au plat, ainsi qu'un facteur de frisson indéniable. C'est assurément une façon de s'assurer que votre repas est frais. Parlez d'une expérience culinaire interactive. Ce n'est pas juste de la nourriture, c'est un sport de combat culinaire. 20. Faisons un tour dans l'Angleterre élisabéthaine, une époque de Shakespeare, de fraises et d'un critère de beauté plutôt particulier établi par la reine Élisabeth I elle-même. La reine avait une faiblesse notoire pour les sucreries, notamment les concoctions très sucrées, ce qui, à une époque précédant l'hygiène dentaire généralisée, eut un effet prévisible sur ses dents royales. Elles devinrent noires et cariées. Mais voici le coup de théâtre. Au lieu d'être perçu comme un défaut, cela devint un étrange symbole de statut social. Les dents noircies étaient associées à la richesse, un signe que l'on pouvait s'offrir tout ce sucre coûteux. Ainsi, certaines dames de la cour, désireuses d'imiter leur reine et de paraître aisées, noircissaient délibérément leurs propres dents avec diverses substances. Imaginez ça. Chérie, ton sourire est si délicieusement gâté aujourd'hui. Tu dois vraiment bien te porter. La mode, semble-t-il, a toujours eu ces moments douloureux. Il y a 21. De retour en Europe, au XVIe et XVIIe siècle, si vous souffriez d'épilepsie, de maux de tête
ou même juste d'une sensation générale de malaise, votre apothicaire de quartier aurait pu vous prescrire un remède plutôt macabre, du sirop de crâne ou de la poudre de crâne humain. Oui, vous avez bien entendu. Les crânes d'individus décédés, en particulier ceux qui étaient morts violemment, car leur esprit vital était censé être plus fort, étaient bien considérés comme un puissant médicament. L'os était réduit en poudre ou infusé pour créer des teintures et des sirops. On croyait que l'essence de la force vitale du défunt pouvait être transférée au patient. C'est un rappel effrayant du chemin parcouru par la compréhension médicale. Soudain, une cuillère de sirop contre la toux amère ne semble plus si terrible, n'est-ce pas? 22. Coca-Cola. La pause qui rafraîchit. Une boisson américaine emblématique. Mais saviez-vous que sa recette originale, à la fin du 19e siècle, avait un petit coup de fouet supplémentaire? Le pharmacien John Pemberton, son inventeur, y incluait un extrait de feuilles de coca qui, oui, est la source de la cocaïne. Bien que la quantité fût relativement faible et qu'elle ait été retirée au début du XXe siècle, vers 1903, bien que les débats persistent quant à des traces pour plus longtemps, pendant un temps, on pouvait réellement obtenir un léger effet de la cocaïne avec sa boisson sucrée et rafraîchissante. Elle fut initialement commercialisée comme une boisson de tempérance et un médicament breveté prétendant tout guérir, des maux de tête à l'impuissance. Vous avez le moral à zéro? Prenez un coca et un coup de boost. Cela donne certainement un nouveau sens à Coca-Cola apporte la vie. 23. Les banquets médiévaux et de la Renaissance étaient synonymes de spectacle et aucun plat ne criait « Regardez-moi » autant que le coquintrice. Ce n'était pas seulement de la nourriture, c'était du Frankenstein culinaire. Imaginez prendre la moitié avant d'un cochon de lait et la coudre méticuleusement sur la moitié arrière d'un chapon, un coq castré ou d'une dinde ou vice-versa. Cette étrange créature hybride était ensuite rôtie entière et souvent présentée avec ses plumes originales réattachées à la moitié oiseau, lui donnant l'apparence d'une bête mythique prête à s'envoler ou à grogner. Il était conçu pour choquer, amuser et impressionner les invités par l'habileté du chef et l'extravagance de l'hôte. On ne peut qu'imaginer la conversation à table. Est-ce un cochon-poulet ou un poulet-cochon? Et par quel bout dois-je commencer à découper? 24. Voyageons en Thaïlande actuelle, où un plat de rue et de restaurant populaire peut être un choc pour les palais non initiés. Le lu mu ou le nam tok mu. Il s'agit d'une soupe ou d'une salade riche et épicée, souvent préparée avec du porc. Mais l'ingrédient phare pour la version vraiment audacieuse est le sang de porc frais, ou parfois du sang de canard. Le sang est souvent mélangé cru avec des épices, des herbes, de la viande cuite et parfois des abats, créant un plat épais, savoureux et intensément aromatisé. Bien que cela puisse paraître alarmant pour certains, pour de nombreux Thaïlandais, c'est un plat réconfortant très apprécié, prisé pour sa profondeur umami. Et parfois, pour ajouter une autre couche de intrigue, il est servi avec un œuf de 100 ans ou un œuf rose conservé à côté. C'est un plat audacieux qui n'hésite vraiment pas à montrer ses ingrédients. 25. Imaginez les vastes steppes balayées par le vent d'Asie centrale. Des tribus nomades menant une vie dictée par les éléments et leurs troupeaux. Les ressources peuvent être rares, surtout en ce qui concerne des choses comme le bois de chauffage pour faire bouillir l'eau ou, eh bien, les feuilles de thé. Alors, que fait un nomade ingénieux quand il a envie d'une boisson chaude? Entrer le thé au crottin de mouton. Oui, vous avez bien lu. Les excréments de moutons séchés, qui brûlent étonnamment bien comme combustible, étaient aussi parfois utilisés pour infuser un type de thé. Les granulés séchés étaient infusés dans de l'eau chaude, créant une boisson terreuse, sinon indubitablement unique. Cela semble tout à fait bizarre à nos sensibilités modernes, mais dans un environnement rude où chaque ressource comptait, c'était une solution pratique, sinon exactement gourmande. Cela donne certainement un nouveau sens à « qui ne gaspille pas ne manque de rien ». Je m'en tiendrai au thé Earl Grey. Merci. 26. Si vous vous considérez comme un connaisseur de café, vous avez peut-être entendu parler du Kopi Luwak, l'un des cafés les plus chers et les plus discutés au monde. Mais l'histoire derrière son prix est plutôt digestive. Ce café indonésien est élaboré à partir de cerises de café
qui ont été mangés puis excrétés par la civette palmiste asiatique, une petite créature ressemblant à un chat. Les civettes sont censées choisir uniquement les cerises les plus mûres et les plus raffinées, et à mesure que les grains traversent leur voie digestive, des enzymes sont dites altérer leur composition, réduisant l'acidité et créant une saveur unique, douce et riche. Une fois que la civette a fait ses besoins, les grains sont collectés dans ses excréments, soigneusement lavés, on l'espère sincèrement, puis torréfiés. Alors, cette tasse de café à 50 $, elle est littéralement passée par le derrière d'un animal sauvage. Bon appétit, ou peut-être à la vôtre. 27. Aventurez-vous sur l'île italienne de Sardaigne, patrie d'un fromage qui n'est pas pour les âmes sensibles ni pour les estomacs fragiles, le casu-marzu. Traduit littéralement par fromage pourri, ce pecorino traditionnel au lait de brebis pousse la fermentation à un tout autre niveau, grouillant. Des larves de mouches du fromage, Piophila casei, sont délibérément introduites dans le fromage. Alors que ces minuscules asticots se frayent un chemin à travers la pâte, leur processus digestif décompose les graisses, ce qui donne une texture très molle, presque liquide, et une saveur intensément piquante et ammoniacale. Et voici le clou du spectacle. Le fromage est traditionnellement consommé tant que les larves sont encore vivantes et grouillantes. Certaines personnes portent même des protections oculaires, car les asticots peuvent sauter de plusieurs centimètres lorsqu'ils sont dérangés. Il est considéré comme une délicatesse, un témoignage des anciennes traditions fromagères et un risque pour la santé aux yeux de l'UE. Parlez d'un fromage avec du caractère et quelques milliers de minuscules colocataires grouillants. 28. Aux quatre coins du monde, en Asie du Sud-Est et particulièrement aux Philippines, vous trouverez une spécialité de street food qui met au défi de nombreux palais occidentaux, le balut. Ce n'est pas un œuf dur ordinaire. Le balut est un embryon de canard fécondé, bouilli vivant et mangé dans sa coquille. L'âge idéal pour un embryon de balut est généralement entre 17 et 21 jours, lorsque les caractéristiques du bébé canard, comme son bec, ses plumes et ses minuscules os, sont déjà distinguables, mais encore suffisamment tendres pour être consommés. Il est souvent assaisonné de sel, de piment et de vinaigre, et le bouillon entourant l'embryon est d'abord siroté, suivi du jaune et de l'embryon lui-même. Il est apprécié pour être une collation riche en protéines et consistante. Pour les étrangers, cela peut être une expérience culinaire déroutante, mais pour les locaux, c'est un régal quotidien et apprécié. C'est sans aucun doute un plat qui vous regarde en retour. 29. L'Islande. Terre de feu, de glace et de hakarl. C'est le plat national du pays, et il n'est pas pour les timides. Le hakarl est du requin du Groenland, ou parfois du requin pèlerin, qui a été fermenté pendant des mois, puis suspendu pour sécher pendant plusieurs mois supplémentaires. Pourquoi ce processus élaboré? Parce que la chair fraîche du requin du Groenland est toxique en raison de sa forte teneur en acide urique et en oxyde de triméthylamine. Le processus de fermentation neutralise ces toxines, mais il en résulte également une odeur incroyablement forte, riche en ammoniac, et un goût que beaucoup, y compris le chef Anthony Bourdain, ont décrit comme l'une des choses les plus dégoûtantes qu'ils aient jamais mangées. Il est souvent servi en petits cubes sur des cure-dents, parfois accompagné d'un shot de schnapps local appelé Brennivin, pour le faire passer. C'est un véritable test de bravoure culinaire, une bouchée piquante de l'héritage viking. 30. Volons en France pour un plat si controversé, si imprégné d'un rituel bizarre de gourmandise et de cruauté, que sa consommation est devenue une affaire clandestine. L'ortolan. Ce minuscule oiseau chanteur, pas plus grand que votre pouce, était considéré comme le summum du délice épicurien. Les oiseaux étaient capturés, gavés de graines dans l'obscurité pour les engraisser, puis noyés dans l'armagnac. Ils étaient ensuite rôtis entiers et mangés en une seule bouchée chaude et croquante. Mais le rituel ne s'arrêtait pas là. Les convives se couvraient traditionnellement la tête d'une grande serviette pendant qu'ils consommaient l'ortolan. Les raisons avancées varient. Pour concentrer les arômes exquis, pour cacher leur gourmandise à Dieu, ou peut-être simplement pour masquer leur honte au regard des spectateurs. Une délicatesse véritablement décadente et sombre d'une époque révolue d'extrême indulgence.
31. Retournons à la Rome antique, où l'approche pour sucrer le vin était plutôt heavy metal. Si un lot de vin s'avérait trop acide ou aigre à leur goût, certains viticulteurs romains faisaient mijoter du jus de raisin ou du vin dans des pots ou des casseroles en plomb. Ce processus créait une substance appelée sapa ou defrutum, incroyablement douce en raison de la formation d'acétate de plomb, aussi connu sous le nom de sucre de plomb. Cet édulcorant toxique était ensuite ajouté au vin et à d'autres aliments pour en améliorer la saveur. Bien sûr, le plomb est un poison cumulatif, causant une multitude de problèmes de santé horribles, y compris des lésions cérébrales et l'infertilité. Certains historiens théorisent même que l'empoisonnement au plomb généralisé, en partie dû à cette pratique, a contribué au déclin de l'Empire romain. Parlons d'un ingrédient mortel. Cela vous fait vous demander si une touche de douceur valait une disparition lente et agonisante. 32. Toujours à Rome, parlons d'une petite délicatesse poilue qui ornait les tables des riches, le loir comestible ou glisse-glisse. Ce n'étaient maintenant pas des souris ordinaires, c'étaient des rongeurs dodus, semblables à des écureuils. Les Romains les considéraient comme un véritable mets gastronomique. Ils les capturaient, puis les engraissaient dans des jarres spéciales en terre cuite appelées gliraria, qui comportaient de petites corniches intérieures pour que les loirs puissent courir et des trous d'aération. On leur donnait une alimentation riche en noix, châtaignes et glands jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment potelés. Ensuite, ils étaient généralement farcis de hachis de porc et d'épices, rôtis ou cuits au four avec du miel. Imaginez de petits rongeurs croustillants et glacés au miel. C'était un symbole de statut social, un petit témoignage poilu de votre richesse et de votre goût raffiné, bien que quelque peu particulier. Certainement pas vos crackers et fromages habituels. 33. Terminons ce banquet de l'insolite avec un plané de la désespérance et de l'ingéniosité pendant la Grande Dépression américaine. La tarte aux pommes simulée, ou comme certains se souviennent de sa cousine encore plus frugale, le faux jambon banane. Lorsque les fruits frais comme les pommes sont devenus un luxe inabordable, des cuisiniers à domicile ingénieux, s'appuyant souvent sur des brochures gouvernementales ou des recettes partagées, se sont tournés vers l'ingrédient le plus inattendu, les crackers Ritz. Oui, ces crackers beurrés et salés étaient écrasés, cuits avec du sucre, du jus de citron, de la cannelle et du beurre, puis enfournés dans une pâte à tarte. Miraculeusement, la texture et la saveur présentaient une ressemblance étrange avec une vraie tarte aux pommes. Et le faux jambon banane? Cela impliquait de prendre des peaux de banane, oui, des peaux, de les faire bouillir, puis de les faire cuire au four avec de la moutarde et peut-être un peu de gelée, pour imiter le goût et la texture du jambon. C'est un témoignage de la résilience humaine et de la créativité pure qui peut émerger lorsque l'on fait face à un garde-manger vide. Soudain, ce pain de viande mystère ne semble plus si expérimental, n'est-ce pas? 901. Et voilà. 33 fois où le menu de l'histoire est complètement parti en vrille. Du fromage infesté d'asticots à la confiture de cervelle et aux biscuits radioactifs, c'est un miracle que nos ancêtres n'aient pas simplement abandonné et décidé de faire de la photosynthèse. Alors, quelle est la chose la plus étrange, la plus écœurante que vous ayez jamais entendue être mangée, passée ou présente? Laissez vos histoires d'horreur culinaire dans les commentaires ci-dessous. Je suis d'une curiosité morbide. Si ce buffet historique vous a époustouflé, allez-y. Écrasez ce bouton « J'aime ». Abonnez-vous pour plus d'histoires fascinantes. Et peut-être, offrez-vous un bon sandwich normal. Vous l'avez bien mérité.